Chers amis, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct de la Grand Place de Lille pour le deuxième épisode de notre grand Tour de France des distributeurs. Après le premier épisode à Marseille, chez Frojo, on a essayé de prendre le contre-pied de partir à Lille pour rendre visite à nos amis de la maison Lepage. J'ai rencontré Sébastien Lepage, qui est parti de la 5e génération de la famille, d'une maison qui a démarré son activité en 1922. Si j'ai voulu commencer cette série vidéo, c'est parce que ça me tenait à cœur d'aller voir tous les distributeurs qui en fait font les métiers de l'horlogerie aujourd'hui, qui sont ceux qui sont en contact final avec le client, qui sont ceux qui mettent en place tout ce que nous on présente en communication, tout ce qu'on présente en jolies montres, en jolies images. Et donc du coup, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Leur métier, il a beaucoup évolué ces dernières années. Donc on va directement à leur rencontre. Maison Lepage à Lille, c'est tout de suite, suivez-moi. Chers amis, nous y sommes, la maison Lepage à Lille, fondée en 1922, avec d'un côté rue de la Bourse, le 6, 8 et 10, et en face le numéro 13, le 6, 8 et 10 étant le flagship, la boutique multimarque principale et magnifique de la maison Lepage. On va tout de suite aller rencontrer Sébastien Lepage, qui a beaucoup de choses à nous dire aussi sur la transmission, sur l'histoire, sur la distribution aujourd'hui. C'est tout le topic, vous savez, de ce grand tour des distributeurs. On y va sans plus attendre. Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct du 13 rue de la Bourse, boutique Lepage de Lille, avec Sébastien Lepage. Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté cette jolie rencontre. Je suis très heureux que tu passes dans cette émission Tour de France des distributeurs, parce que tu sais que j'ai vécu à Lille, c'est important pour moi, ça fait longtemps que je connais la maison, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on se croise sur des événements. Donc moi c'est tout naturel pour parler des beaux distributeurs de France que tu en fasses partie. Un plaisir de te recevoir. On va directement entrer dans le vif du sujet et je voudrais savoir pour toi, et donc du coup ça vient aussi avec l'histoire de la famille Lepage, qu'est-ce qui a été l'événement fondateur de la maison Lepage en lien avec le début de la joaillerie ou le début de l'horlogerie, de la passion dans la famille Lepage? Alors on remonte assez loin. L'entreprise a été créée, la date fondatrice de l'entreprise c'est 1922. Okay. Date qu'on a retrouvée grâce aux archives. C'est notre arrière-grand-père qui a fondé l'entreprise à l'époque. Alors il était d'abord dans les lunettes, et les arts de la table, dans un petit village qui s'appelle COC. COC en Normandie, donc pas à Lille, en côté normand. Et il a ouvert la première enseigne Lepage au Havre en 1922. Donc voilà la date fondatrice de l'entreprise familiale. Et donc on est vraiment à la base sur rien à voir avec l'horlogerie, la joaillerie, on est sur de l'art de la table et c'est super intéressant. Alors il y avait de l'horlogerie et de la joaillerie, mais tout était mélangé. Okay. L'optique à l'époque, tu sais, c'était le travail du verre. Ouais. On anglait les verres de lunettes pour apporter la correction souhaitée au client. Donc tout était un peu mélangé. Et effectivement, l'horlogerie et la joaillerie étaient une partie prenante de cette pluralité de métiers qu'on faisait à l'époque. Comment tu peux un peu nous indiquer les débuts de la maison Lepage en termes de géographie? Parce que du coup, Lille, je sais que c'est pas l'origine de Lepage en termes de géographie, mais du coup, comment un peu tu peux nous retracer cette évolution, s'il te plaît? Alors c'est amusant parce que Lille, nos clients pensent souvent que nous sommes une famille du Nord, une vieille famille du Nord, et c'est pas tout à fait le cas. Alors je suis né, ma génération, Édouard, Julie et moi, nous sommes nés à Lille, mais ma famille est originaire de Normandie. Premier magasin fondé au Havre en 1922. 22 au Havre, ok. 22 au Havre. Après, notre arrière-grand-père a ouvert Rouen en 39. Ok. Une date un peu, compliquée. Un peu compliquée. Les premières années n'ont pas été les plus belles, mais arrivé sur Rouen avec son frère en 1939. Donc Le Havre, Rouen. Notre grand-père, là en passant de génération, notre grand-père Pierre et sa sœur Monique ont ouvert Lille en 71. 71, d'accord. 1971. Et Nice en 1981. Nice en 1981. Nice en 1981, tout à fait. Et mes parents ont repris le flambeau. Alors mes parents ont repris le flambeau sur Lille. D'accord. Mon oncle sur la partie havraise. Et la cousine de mon papa sur la partie rouennaise. Donc une vraie histoire de famille avec des distances, des géographies un peu différentes. Qu'est-ce qu'il y avait comme type de marque de joaillerie ou de marque d'horlogerie au Havre en 1922? Et du coup, comment en fait la maison Lepage aussi a peut-être rentré au fil du temps différentes marques de montres? Voilà, j'imagine que c'est assez intéressant. Alors ouais, les catalogues bien sûr ont beaucoup évolué en fonction des années. Ce qui est assez marrant, c'est que sur beaucoup de photos historiques de familles dans ces époques-là, on retrouve déjà des noms qu'on distribue toujours aujourd'hui, des Omega, des Lip, des Jaeger-LeCoultre. Donc au gré des années, des modes, les fournisseurs ont changé, mais on retrouve toujours des vrais piliers de distribution et des marques dans notre catalogue. Et du coup, vu qu'il y a une histoire aussi avec la maison Lepage de transmission, de famille, aujourd'hui, dans la famille Lepage, qui gravite autour de toi et quels sont un peu les rôles de chaque membre de la famille? Alors aujourd'hui, Julie, Édouard et moi, nous sommes la 5e génération.
Ok. On travaille en lien avec notre cousine Valérie au Havre, qui elle représente plutôt la 4e génération. Aujourd'hui, on travaille à 5. Valérie et son mari Franck. D'accord. Côté Normandie, Julie, mon frère, ma sœur et moi, donc Julie, Édouard et moi sur la partie lilloise, et on se partage aussi des responsabilités et des rôles sur nos différents magasins parce qu'on a des implantations géographiques un peu diverses comprises entre la Haute-Normandie et le Grand Est. Et comment toi t'as vu, parce que je connais pas très bien Mon parcours, ton adolescence, quand t'étais adulte, ton parcours, est-ce que par rapport à tes parents, est-ce que le choix de partir dans la maison familiale, il s'est imposé tout de suite pour toi et pour tes frères et sœurs, ou est-ce que ça a été compliqué? Voilà, comment s'est fait un peu l'histoire de la transmission? Est-ce que toi t'avais envie de faire ça ou pas du tout? Alors compliqué, c'est pas le mot. Par contre, ça a été un petit peu complexe. En fait, nos parents nous ont toujours élevés, enfin nos parents, Jean-Pierre et Françoise nous ont toujours élevés, Julie, Édouard et moi, dans l'idée que nous ne reprendrions pas l'affaire familiale pour des raisons qui leur étaient propres. Je pense une construction familiale et entrepreneuriale qui ne permettait pas forcément au départ. Eux avaient aussi leur vision du métier. Bref, Édouard et moi, on a toujours été élevés pour faire autre chose. Non. À la fois toujours baigné dans le métier. Moi, quand j'étais petit, les samedis après-midi, je les passais dans l'atelier. Je piquais, je demandais leurs bagues aux vendeuses pour les mettre sur le tour et polir un petit peu. Je regardais les horlogers bosser. Enfin, c'était passionnant. C'était un peu c'était ma garderie. Ok, donc tu étais quand même très très bien présent dans les boutiques quand tu étais jeune. Ah oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. C'était un bon genre d'enfant. J'adorais passer du temps dans les boutiques et j'en ai passé beaucoup. Bien sûr, à table, les discussions familiales, clairement. Bien sûr. L'horloge, la jeu, ça revenait très souvent au menu. Par contre, on a vraiment été élevés dans l'idée que nous ne ferions pas ça plus tard. Incroyable. Ok. Moi, je suis l'aîné de la fratrie. J'ai eu un parcours scolaire assez classique, prépa, école de commerce. Je me suis lancé dans les métiers de la finance au départ, donc plutôt banque d'investissement, fusion-acquisition. Donc j'ai passé 5 ans de ma vie. Okay. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris plein de choses. Et en 2008, j'ai eu une petite, en même temps que la crise fit, et j'ai eu des petites, il me manquait quelque chose. J'adorais Paris, j'adorais l'écosystème, mais dans ma vie pro, j'avais l'impression il me manquait un peu de vrai. J'avais besoin de sens. Et en y pensant, en retournant ça dans ma tête, quelque chose qui s'est très vite imposé à moi, à savoir l'entreprise familiale. J'en ai beaucoup parlé avec les parents. J'ai toujours coutume de dire que c'est un peu comme le scooter. J'en ai parlé avec les parents, ils m'ont dit non plusieurs fois. Et puis on a réussi à trouver un terrain d'entente. Et j'ai intégré l'équipe en 2009. Donc voilà, 2009, je commence à bosser avec mes parents. J'apprends. J'avais déjà bossé dans l'entreprise familiale, mais je repasse par tous les postes. C'est un peu un parcours initiatique, donc en passant des sales, donc conseiller en horlogerie, en joaillerie, à l'atelier, à l'accueil atelier. L'accueil atelier très important, ça c'est vraiment une bonne école. À la gestion, la manière dont on rentre les produits en stock, dont on fait une fabrication. Voilà, je passais un peu par tous les postes de l'entreprise. Et à côté de ça, je leur ai demandé à eux et à leurs associés de l'époque un petit budget pour pouvoir lancer le e-com. J'ai lancé l'e-commerce du coup. Ouais, j'ai lancé l'e-commerce en 2010. Donc tu vois, j'avais à la fois le parcours initiatique et à côté le petit side project e-com, donc ce qui est devenu le page.fr. Et ça m'a permis d'avoir ma petite bulle d'oxygène et mon petit territoire à moi. Puis c'est sympa parce que c'était pas un gros budget et on a réussi à en faire une belle machine. Le page.fr m'a permis d'apporter ma pierre à l'édifice. Et à partir de là, on a construit une belle histoire faite de plein de projets. Et en fait, on s'est très vite rendu compte avec mes parents et nos associés normands qu'on s'amusait bien, qu'il y avait plein de choses à faire et que le marché en fait était en train de beaucoup évoluer et qu'il y avait des virages à prendre. Et c'est ce que nous avons fait. Et en parallèle, en famille, nous avions des discussions avec mes frères et sœurs qui, pareil, eux, avaient des parcours scolairement assez similaires. Puis en fait, on s'est vite retrouvés en famille en se demandant qu'est-ce qu'on fait, que faisons-nous, c'est quoi l'étape d'après. Et Julie et Edouard nous ont rejoints en 2016 et 2017 respectivement. Et là, à partir de là, magnifique. On s'éclate. Donc là, on est au 13 rue de la Bourse, dans une petite partie. On est à l'étage de la boutique où je sais qu'il y a Fred, Gégère, Omega notamment, dans une partie qui ressemble vraiment à un joli appartement avec du parquet. Tout est beau, tout est joli. C'est pour ça qu'on s'est mis là aussi, même si les autres parties sont très belles. On s'est mis là pour discuter ensemble. Comment tu présentes un peu, en tout cas pour l'instant, à Lille et après on partira dans le reste de la France pour présenter un peu aux gens comment ça se structure le page aujourd'hui. Comment ça se passe à Lille? Comment tu as réparti un peu les boutiques? Je sais que tu as un flagship avec du multimarque, je sais que tu as des boutiques en propre, je sais que tu as une boutique de vintage. Comment tu peux un peu nous parler de ce développement-là? Alors nous en fait, ce qui est important de comprendre chez nous, c'est qu'on a vraiment deux métiers.
deux métiers reliés, mais qui sont vraiment, qu'on travaille vraiment de manière séparée. On a à la fois une casquette de distributeur multimarque en joaillerie, moyenne, haut de gamme, très haut de gamme. Et à côté de ça, on a une activité de fabricant. Donc, on a notre propre marque de bijoux. On l'a marketé, merchandisé et en fait ramené en tant que marque en 2019. Voilà, et ça aujourd'hui c'est une grosse partie de notre activité et on aime bien avoir justement ces deux casquettes qui au demeurant vivent très bien ensemble. Donc nous à la base nous sommes des détaillants multimarques, c'est vraiment notre métier d'origine et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui et la construction des points de vente de Lille s'en ressent. Tu parlais du 6-8-10 rue de la Bourse, ça c'est notre très grand flagship, très belle façade. On mixe voilà de la joaillerie, de l'horlogerie, l'accueil atelier aussi qui est une partie importante de l'entreprise. Le 13, là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une extension du 6-8-10. La configuration des locaux ne nous permettait pas de donner à chaque maison un univers intérieur à part. Et ça, c'est une volonté forte des marques que nous représentons de pouvoir exprimer leur ADN sur les points de vente, ce qui est tout à fait légitime. Mais on était un peu bloqué, physiquement parlant. Du coup, en 2020, on a eu l'occasion de reprendre ce pas de porte et on peut, et on y a mis en valeur Jaeger-LeCoultre, Omega, Messika Haute Joaillerie et la maison Fred. Très bien. Et du coup, quand est-ce que vous avez ouvert la partie vintage et comment ça s'est passé? Parce que je sais qu'à Lille, il y avait quelques acteurs du vintage. Aujourd'hui, complètement. Le marché a fait, la vie a fait qu'il y a plus grand monde. Et comment ça s'est passé un peu l'ouverture et comment vous bossez un peu les pièces de collection? Alors ces dernières années, c'est passé plusieurs choses. Le vintage chez nous et aussi le monomarque. Monomarque, c'est une tendance de fond qui s'installe un peu partout et on fait pas exception à Lille. Alors nous, on s'y est pas lancé tout de suite, mais voilà, on s'est mis au monomarque il y a peu de temps. Le vintage, c'est un métier, dans le métier. Moi, je suis passionné d'horloge, j'adore ça et le vintage. Bien entendu, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, mais on voulait pas et on ne pouvait pas l'adresser de manière légère. Tu vois, c'est pas possible. En tant que détaillant Rolex, détaillant Omega, tu peux pas faire du vintage quand t'as le temps par-dessus la jambe, ça marche pas. Du coup, on a commencé tout doucement. Au sein du flagship, au niveau du premier étage. Donc, tu vois, en lien avec les sales et notre atelier. Donc, ça faisait du sens. On venait apporter de la réassurance aux clients vintage. On faisait ça dans des petits volumes parce qu'on n'avait pas le temps, en fait. On n'avait pas le temps, on manquait aussi un peu d'expertise. Et comme je te le disais, on voulait faire les choses bien. Enfin, on préférait ne pas faire que mal faire. Du coup, voilà, on a tâtonné quelques années. Et en 2022, on a rencontré un super profil. Hervé, que je te présenterai tout à l'heure, issu d'un gros faiseur du vintage en France, qui est venu en fait renforcer l'équipe et qui est très clairement venu processer en fait tout notre rayon seconde main. Et nous, ce qu'on a voulu construire avec la seconde main, le cahier des charges restait assez simple. C'était, en gros, on voulait pas faire des volumes pour faire des volumes. Nous, l'idée, c'était d'intégrer un pool vintage au sein de notre activité historique, distribution multimarque, pour proposer en fait à nos clients un service qu'ils réclamaient. Parce que un client, tout d'un coup, décide qu'il a trop de pièces, veut s'en séparer. Voilà, tu lui ramènes la possibilité de le faire dans l'écosystème qu'il connaît, avec la réassurance qui va avec. Deuxième cas de figure, un client se projette sur une nouvelle acquisition, mais financièrement, c'est compliqué. Ça nous permet en interne de lui proposer des solutions, reprise de pièces pour achat d'une nouvelle montre. En tout cas, tout ça fonctionnait bien avec l'écosystème existant et ça a tellement bien fonctionné qu'on a décidé de créer un concept autour de ça qu'on appelle Time Collector. Donc on a déposé le nom Time Collector, on a acheté le nom de domaine, on s'en sert pas encore, mais on s'en servira un jour. Et on a surtout créé une boutique à part entière. Donc l'ancienne Time Collector, on a quand même raccroché le nom Lepage. Pour une question de réassurance, c'est clé quand même. La confiance, c'est vraiment clé dans le métier et dans le vintage encore plus. Et donc l'idée, c'est de travailler. C'est plus de la curation. Voilà, nous, on propose en vitrine, en boutique, on va proposer une centaine de pièces. On en met une dizaine à l'honneur chaque mois via lepage.fr et une petite newsletter qui est envoyée à nos abonnés. Et donc on privilégie, on essaie de privilégier la qualité à la quantité. On fait pas tout ce qui est noce, de déstockage, de pièces neuves qui se vendent pas sur le vintage, ça on fait pas. Donc l'idée c'est toujours pareil, c'est de faire le métier, d'essayer de bien le faire et de le faire de manière pro et en confiance. Et ce concept de Time Collector, aujourd'hui on est super content. On va dupliquer le concept dans les autres villes dans lesquelles nous sommes présents. Alors ce sera soit sous forme de boutique à part entière, mais plus probablement sous forme de shopping shop en fait, dans les boutiques directement. Ok. Alors du coup, en parlant de différentes boutiques, donc Lille, on a à peu près compris la structure, et en plus je rajouterais qu'il y a quand même une boutique en propre, Tagueilleur,
Oui. Et d'autres peut-être. Il y a une boutique Breitling, vous venez d'ouvrir, je sais, Tudor, de mémoire. T'arrives pile poil au bon moment. Ouais. On a ouvert Breitling la semaine dernière et Tudor il y a 3 semaines. Félicitations. Voilà, donc aujourd'hui on coûte 3 boutiques monomarques à Lille. On est très content. Alors le monomarque c'est encore un métier dans le métier. Ouais. C'est une manière de bosser différente, mais c'est très qualitatif. Les marques expriment leur ADN, nous mettent à disposition des outils que nous n'avions pas dans le wholesale. Nous avons aussi accès à des pièces particulières. Donc tout ça, non, tout ça c'est top. Et puis surtout ça rapporte toujours plus d'expérience client. Nous aujourd'hui, si tu veux, moi quand j'ai commencé le métier en 2009, j'expliquais à mes clients ce qu'était une montre automatique. Ce que tu dois faire encore parfois aujourd'hui. Mais oui, bien sûr. Mais beaucoup moins. Ouais. Mais 100% du temps, moi j'expliquais ce qu'était une montre automatique, ce qu'était une montre étanche, une montre quartz, un montage manuel. Voilà. Aujourd'hui, on est devenu avec Internet, avec la connaissance, tout ce que toi t'apportes aussi à tes internautes. Aujourd'hui, on n'est plus c'est pas qu'on n'est plus dans le conseil, en tout cas, mais notre client n'est plus dans l'apprentissage, on est dans la prescription. Il est un peu expert le client maintenant. Exactement. Et on est dans l'échange. On est dans l'échange. Tu es prescripteur. Donc les attentes du client sont différentes. Et dans tout ça, il faut bien avoir conscience que ton client aujourd'hui, quand il vient en magasin, quand il accède au centre de Lille, de Rouen, du Havre, il attend quelque chose de toi. Parce que tout ce que tu peux lui raconter, il peut le trouver dans son fauteuil sur le net. Par contre, nous, on est assez convaincus que ce que le client veut quand il arrive en boutique, c'est vivre une expérience, pouvoir manipuler le produit, le faire dans de bonnes conditions, avec des gens si possible sympas. S'ils connaissent, c'est toujours sympathique. Et puis dans un cadre cool où en fait on peut lui faire découvrir des choses et d'autres choses. Donc Lille, Le Havre, oui, Rouen, oui. Et j'ai entendu récemment un petit développement vers l'est. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est pas un petit développement pour nous. C'est un très gros développement, pardon. Pour nous, c'est un très grand développement. Alors, si tu veux, les dernières années, on avait déjà fait un peu de croissance externe. On avait racheté un confrère à Lille. On a repris aussi l'affaire Mio, qui avait donc 2 boutiques Rouen, Le Havre. Donc ça, c'était des opérations, c'est des opérations qui ont été faites récemment. Mais là, c'est un peu différent. Là, il y a une opportunité, qui s'est créée, et nous avons repris Jaco à Strasbourg et Nora à Nancy. D'accord. Donc 2 affaires très anciennes, distributeurs Rolex, multimarque, donc horlogeaux, dans un périmètre, dans une région en tout cas que nous connaissons moins. Donc ça c'est tout frais, on a finalisé à l'été 2024. D'accord, donc là ça vient, c'est tout frais. Là c'est tout frais. Aujourd'hui on opère ces maisons sous leur nom historique. D'accord. Jaco et Nora. Nous allons déménager les deux entreprises seront bientôt déménagées dans des nouveaux locaux à Strasbourg et à Nancy. Donc ça c'est le projet du moment et ça nous prend beaucoup de temps, mais ça nous excite aussi beaucoup. C'est un très très beau développement. Ouais, c'est un beau projet. Superbe équipe en place, très belle région. Il y a plein de choses à faire. Ce qui est incroyable et ce que j'ai découvert quand tu m'as refait visiter les lieux, c'est quand même que la joaillerie sous le nom de la marque Lepage, c'est un morceau important de votre activité aujourd'hui. Et ça, je ne sais pas si tu peux développer 30 secondes cette idée-là. C'est-à-dire que vous faites des créations, à la fois des créations simples, mais aussi des créations de haute joaillerie, tout à fait, dans un atelier ici avec vos mains et pas les tiennes, même si je sais qu'elles font des très bonnes choses, j'imagine, avec les montres. Mais en tout cas, sur la joaillerie, vous avez un atelier dédié. Complètement. Alors la marque Lepage, si tu veux, Julie et moi, on n'a rien inventé. On a juste fait un peu de spéléo dans les greniers et un peu marchandiser, marketer la marque. Mais on a toujours historiquement fait des bijoux, des créations, sur mesure. On faisait aussi du mass market, du Tutor, de l'Alliance, mais ça c'était plus du no-name que nous achetions et que nous vendions en tant que marque propre. Aujourd'hui, on a changé de philosophie. On est reparti de croquis d'époque. On a créé des gammes, des collections. Chaque collection, est très clairement définie dans des styles bien à part. Et nous avons brandé en fait la marque. Donc aujourd'hui, marque Lepage, c'est clairement une marque bridal. Aujourd'hui, on couvre en fait le bridal. Ce qu'on appelle le bridal, ça va de l'oreille au cou, en passant par le poignet, mais surtout l'alliance et la bague de fiançailles. On essaie de le faire dans un range de prix compétitif, avec une qualité hyper chartée pour que nos clients et un vrai rapport qualité-prix en venant chez nous. Et on a un mix produit horlogeaux qui est assez équilibré. Alors c'est plus ou moins vrai, mais parce que l'horloge c'est costaud, mais on a un mix produit aujourd'hui qui est quasi de 60-40, et dans les 40% de joaillerie, la marque Lepage est très forte. Un côté d'acteurs hyper connus comme Messika, Dior et Fred. Mais voilà, marque Lepage, c'est un peu notre bouffée d'oxygène dans le métier de la distribution multimarque. Et vous avez un savoir-faire avec des gens ici, des joailliers qui travaillent. Complètement, on a monté toute une équipe donc que ce soit au niveau de l'atelier, de la créa, donc du dessin pur, le certi, la mise à taille, le micro-pavage. On sait tout faire en maison. La seule chose qu'on ne maîtrise pas,
c'est plus pour des raisons pratiques que techniques, c'est la fonte. C'est compliqué la fonte. Ouais. Très compliqué la fonte. C'est un vrai métier, ça demande des vraies installations, mais c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui les ateliers externes avec lesquels on bosse sont souvent des boîtes. C'est le métier est en train de se concentrer. Des gros acteurs comme LVMH en rachètent beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose auquel on va. Okay. Tu vois, moi j'ai connu à l'époque de mon grand-père, on avait des ateliers rue des Pyramides à Paris. Ouais. Et on avait vraiment, on avait des artisans, des dizaines d'artisans qui bossaient, qui bossaient à l'établi. On a rationalisé ça dans les années 90. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, mais en fait, il faut qu'on refasse machine arrière et qu'on réinternalise 100% du process. C'est fou pour pas perdre ces savoirs-là. Ouais. Et puis pour gagner notre indépendance. Bien sûr. Tu vois, donc c'est marrant comme quoi. Beau défi. Gros défi pour le futur. Ouais, chaque génération a ses défis. C'est bien. Et comment toi tu vois, en tant que ta génération, le rôle du distributeur aujourd'hui? T'es arrivé en 2009-2010. Oui. T'as connu quand t'étais plus jeune, tu te baladais dans les différentes boutiques, dans les différents points de vente. Comment le rôle de distributeur a évolué et comment aujourd'hui, quel est le rôle pour toi du distributeur? Horlogerie, joaillerie, évidemment. Ah, ça, c'est une vraie question. Comme tu le disais, en fait, notre rôle, notre métier, en fait, il évolue et c'est pas à chaque génération. Ça évolue et j'ai tendance à penser que ça évolue en plus de plus en plus vite. Donc nous, si le rôle, notre rôle à nous, la carte qu'on doit jouer, Julie, Edouard et moi, c'est d'inscrire en fait notre entreprise familiale dans son époque. On a commencé à le faire en 2010 avec le e-commerce. À l'époque, en 2010, juste pour un autre, le e-commerce dans l'industrie, ça n'existait pas. C'est vrai. Quand j'ai mis en ligne lepage.fr, Gérard Lecoultre avec Joe m'a appelé, me dit mais Sébastien, il y a notre prix sur Internet, c'est pas possible d'avoir les prix sur Internet. J'adore. Oui, mais si, c'est le e-com, etc. Donc ça a mis quelques années, tu vois, à apprendre, mais pendant très longtemps, on a été les seuls distributeurs européens à avoir un site online. Okay. Et c'était une super époque. Mais donc, tu vois, comme quoi, 2010, c'est bon, j'ai dit, mais 2010, c'était il y a pas 30, c'était pas il y a 30 ans, quand on parle de 14 ans en arrière. C'est amusant. Donc ça évolue, tout évolue vite. Comme tu le disais, moi j'ai connu les grands magasins. Donc on avait 800 mètres carrés rue Nationale à Lille avec les arts de la table. Donc c'est la mise en scène, le dôme, le Lalique, les couverts Christophe, l'Argenterie. Bien sûr. Le corner Swatch en bas où on vendait des milliers de Swatch au gré des trouvailles de Monsieur Hayek sur les designs et les modèles. Mais c'était un métier, tu vois, très différent de celui qu'on exerce aujourd'hui. Alors progressivement, l'art de la table, en fait, nos parts de marché sur l'art de la table a baissé parce que les grands magasins nous ont pris beaucoup de clients sur ces métiers-là. Et mes parents, alors ça c'est la génération de mes parents en 95, se sont dit qu'il fallait repenser la manière de travailler. Ont décidé d'abandonner ce grand magasin rue Nationale et se sont installés ici, au niveau du flagship, au 6-8-10 rue de la Bourse, pour se spécialiser sur les deux métiers dans lesquels ils voulaient spécialiser à l'époque, à savoir la joaillerie et l'horlogerie haut de gamme. Et du coup, on vient avec ce rôle de distributeur qui évolue. Comment tu peux présenter aujourd'hui la typologie du client Lepage? Qu'est-ce que c'est un client Lepage, du coup, en comprenant l'identité de vos magasins, l'identité de la maison, l'identité de Lille, en fait, ici, parce qu'on est à Lille et c'est le pôle le plus important. Comment tu vois le client Lepage aujourd'hui? Alors, le client Lepage, est très simple, et ça, je l'explique souvent à nos partenaires. Le client Lepage, il est local. On a peu de clients étrangers, alors un peu de Belgique, un peu de UK, mais à 92% le client est local. Alors quand je dis local, il s'est passé des choses sur les dernières années. La distribution s'est concentrée. Et en région, surtout là, je trouve que la distribution s'est concentrée autour d'acteurs importants. Chaque région aujourd'hui a un gros acteur. On a la chance d'être ce gros acteur en Normandie et sur les Hauts-de-France. Donc aujourd'hui le client est local, mais la zone de chalandise c'est un peu élargi. Si tu veux trouver des maisons comme Gérard Lecoultre, Breitling ou Rolex aujourd'hui entre Paris et Bruxelles, la case, le passage obligé c'est Lille. D'accord. Voilà, donc on a aujourd'hui cette chance de pouvoir rayonner sur des zones de chalandise élargies au niveau grande région, mais le client Lepage est local, et pour nous le client Lepage traditionnel, pour moi, si tu veux, c'est un local qui grandit avec nous. Pour moi, un bon client, c'est un client notre client type, c'est un client qu'on pérennise,
qu'on va accompagner par exemple quand il va venir avec son papa ou sa maman à 15 ans pour choisir sa montre Michel Herbelin pour sa communion, qu'on va retrouver pour le bac avec l'envie de se faire un petit plaisir et de continuer à évoluer dans l'horlogerie. Puis lors des fiançailles, on va pouvoir dessiner, créer avec lui ou choisir avec lui une bague de fiançailles pour sa chérie, qu'on va retrouver derrière sur la naissance de son premier avec la médaille de baptême. Et puis voilà, ce petit cercle, ce petit cycle qui peut se reproduire. Et ça c'est pas, tu vois, c'est pas du fantasme, ça c'est un truc qu'on vit tous les jours, et on construit vraiment des relations clients professionnels qui perdurent dans le temps. Voilà, donc nous, le client Lepage, c'est un client qui s'éduque et qui s'éduque avec nous et qui grandit avec nous et qui nous fait confiance sur des décennies, quoi. Et pour conclure, est-ce que tu aurais ça peut être une anecdote familiale, ça peut être une anecdote avec un client, ça peut être peu importe ce que tu veux, c'est un peu une question ouverte. Une anecdote, un moment qui a été assez important pour toi, en lien avec Lepage évidemment, peut-être en lien avec de la transmission, en lien avec ton expérience, avec ton activité, quelque chose, un fait qui t'a marqué. Est-ce que tu as un petit truc un peu croustillant à partager? J'en ai mes premières fois à Anvers avec papa, clairement. La première fois où je suis arrivé Pelican, alors je sais pas si tu connais un peu Anvers, mais pas très bien, non. Quand tu arrives sur la Pelican, déjà on te dit Anvers, diamant, étoile dans les yeux. Donc tu arrives à Anvers, tu te gares dans le parking de la Pelikanstraat. Le parking, c'est difficile de faire pire, mais voilà, on est à Anvers. Et là tu arrives dans la Pelikanstraat, tu sais que voilà, il y a quand même une grosse partie du business du diamant mondial qui se fait à cet endroit. Et c'est très austère, très épuré, très austère, très froid, très impersonnel. Et là tu accèdes donc au bureau des site holders, donc les gens qui nous fournissent en pierre et qui nous permettent de choisir nos pierres dans des lots. Et puis tout ça est très codifié. C'est-à-dire que tu ne peux, enfin, bien sûr, si tu ne montes pas carte blanche, tu peux pas rentrer, mais ça va même plus loin que ça. Il faut être adoubé. Donc là, incroyable. Ce jour-là, c'est mon papa qui m'a adoubé, et puis il a fait ça avec bien sûr Julie et Edouard aussi. Mais c'est des moments, ce sont des moments forts parce que même si on sait, enfin moi je sais que mon père faisait ça depuis qu'il était tout jeune. Le vivre moi-même, c'était assez extraordinaire. Il nous a à tous les trois d'ailleurs, le petit rituel, c'est la première fois qu'il nous a emmené Pelikanstraat, on est passé avant dans un petit magasin de fourniture pour diamantaire et lapidaire. Il nous a fait une loupe qu'on a par la suite gravée. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que la première fois où tu rentres dans le bureau du diamantaire, où tu t'assois, où tu regardes ton père bosser, bien sûr en silence parce qu'il faut un peu de concentration. Bien sûr. Ce sont des choses qui marquent. Ouais. Incroyable. Écoute, merci pour ce bon moment. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de plein de choses entre les différentes villes de Lepage, l'histoire familiale, la transmission, qui est différente en plus entre chaque acteur du marché, c'est ce que j'aime aussi aller chercher. Et je pense qu'on se reverra prochainement. Merci à toi, Nicolas. Sébastien, et c'était un plaisir. De même, partagez. À bientôt. Merci.